Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on a une très grosse news à traiter au niveau compétition, malheureusement pas dans son sens le plus sportif du terme. Heureusement derrière, on parlera aussi du Tekyo océanien ainsi que des performances de notre falaisiste français Seb Boin en falaise. Et je vous présenterai également l'arrivée d'un nouveau média d'escalade sur la scène verticale. Bref, on est parti. News numéro 1, vous savez, il y a des matins où on se réveille avec une envie d'un bon chocolat chaud. Pour d'autres, ce sera une envie de jus d'orange pressé avec de vrais oranges, et bien pour moi, hier, c'était l'envie de se suicider médiatiquement avec une petite news bien politique comme on les aime. Alors préparez-vous à entrer dans l'octogone des commentaires avec votre clavier à cran d'arrêt, aujourd'hui on va parler des Neom Beach Games. Alors d'abord, un peu de contexte. Les Neom Beach Games sont un rassemblement sportif organisé chaque année depuis 3 ans dans la province de Tabouk en Arabie Saoudite. L'événement vient justement cette année d'intégrer l'escalade et le moins que l'on puisse dire c'est que l'accueil de l'annonce par la communauté de grimpeurs fut plutôt tendu. En cause l'affiliation de l'événement avec un plan d'urbanisation futuriste de la région appelé Neom qui fait lui-même parler du projet Vision 2030 lancé par l'Arabie Saoudite. Au programme de ce Neom donc la création de plusieurs pôles du futur et attention ça envoie. Neom prônait notamment une île paradisiaque avec un parking à yacht et un golf luxuriant, une plateforme octogonale flottante futuriste qui se verra développer l'industrie de demain, une station de ski munie d'un lac artificiel dans les montagnes de la région et enfin le projet le plus ambitieux, une ville en 3 dimensions sous la forme d'un gigantesque mur de 170 km pouvant accueillir plus de 9 millions d'habitants et tout ça en respectant les normes environnementales et sociales. Ouais non c'est ça, c'est écrit sur la brochure hein. Et oui, car effectivement, si les mots-clés de la campagne de communication de Neom sont durabilité et écologie, le revers de la médaille est un peu plus sombre. Alors, écologiquement d'abord, si les promoteurs louent le fait d'une région sans voiture, fonctionnant à 100% d'énergie renouvelable, et c'est un peu plus compliqué que ça. Entre les moyens pharaoniques mis en œuvre pour sa construction, son issue tout de même assez incertaine vu la taille du projet, l'érection d'un mur de 170 km de long risquant de perturber la migration de la faune locale, l'ajout d'une station de ski dans la région certes la plus douce du pays, comme la qualifient les promoteurs, mais avec seulement 2 jours d'enneigement à l'année, on n'était peut-être pas sur le choix d'une sobriété énergétique évidente, et de la même façon, encore beaucoup d'autres aspects du projet sont remis en cause. Sur le plan social maintenant, j'aimerais vous dire que c'est plus sympa, mais là encore le bas blesse, car cette région pour le moins désertique accueillait tout de même des tribus bédouins, et notamment la tribu Oweitat, dont 3 hommes furent condamnés à mort en octobre 2022 pour s'être opposés à leur expulsion. Imaginez vivre dans un pays où on peut vous expulser pour que les riches viennent se divertir. C'est pas en France qu'on verrait ça, hein. Concernant le projet en soi, même une fois terminé et malgré l'accessibilité évoquée par les promoteurs, comme en attestent probablement les 4 pôles sur 6 dédiés au tourisme de luxe, je ne suis vraiment pas sûr que GG, habitué du PMU, soit vraiment le bienvenu pour acheter sa bouteille de villageoise au Super U du coin de son bloc. Bref, vous l'aurez compris, selon moi ce projet ressemble surtout à une bulle d'entre-soi et un arche de Noé pour les riches, ou plutôt un yacht de Jean-Noé de Montmirail. Ceci étant, le sujet est bien plus vaste que ça et quelques jours de renseignements dessus ne suffiront pas à faire de moi quelqu'un d'assez étoffé pour vous en parler plus en détail. D'ailleurs, lorsque l'on regarde la quantité massive de personnes impliquées dans le projet, je suis persuadé que nombre d'entre elles sont persuadées d'œuvrer pour le bien, au même titre que je suis persuadé du contraire, et après tout, la seule chose qui nous sépare réellement, c'est qu'il n'y ait pas de poste de youtubeur escalade vacances sur le projet. Enfin bon, dans la formidable machine qui compose l'être humain, notre module empathique ne marche malheureusement que dans un périmètre trop restreint, et je ne parle même pas de notre conception du long terme quasiment inexistante. En participant à ce projet, l'IFSC ne fait que suivre une direction sportive qui se développe depuis des années maintenant. Viser toujours plus gros, toujours plus spectaculaire pour rester accroché au bon wagon, autrement dit le plus rapide. Le problème avec ce fonctionnement, c'est qu'à force d'accélérer, on risque de dérailler, et si je comprends bien qu'il doit être magnifique de grimper devant ce mur aux formes dansantes dans le ciel d'Arabie, je pense qu'il serait encore plus beau de chercher à rendre ce plaisir accessible à chacun, et surtout de le faire perdurer le plus longtemps possible. News numéro 2, et si on parlait de compétition de manière un peu plus sportive maintenant? En effet, ce week-end, dans la continuité des tournois de qualification olympique, avait lieu le Tekyo de la zone Océanie à Melbourne, et évidemment le monde entier scrutait la performance du Guam, le 100e pays membre de l'IFSC. Alors face aux 2 mastodontes australiens et néo-zélandais, les prodiges de la petite île du Pacifique auront-ils réussi à tirer leur épingle du jeu? Non.
Alors on saluera tout de même la première participation des athlètes du pays sur la scène internationale, mais comme attendu c'est bien l'Australie qui rafle les 2 tickets du combiné, avec chez les femmes une victoire écrasante d'Oceania Mackenzie avec 199,9 points, elle qui était la seule grimpeuse du continent à faire également partie de l'élite mondiale. Et chez les hommes c'est son compatriote Harrison Campbell qui l'emporte clinique en difficulté. D'ailleurs ça me fait penser, j'imagine que vous connaissez tous le haka, cette fameuse danse traditionnelle guerrière héritée de la culture maori et rendue célèbre par l'équipe de rugby néo-zélandaise. Le but de cette danse est d'ainsi intimider l'adversaire avant la confrontation, et le rugby n'est pas le seul sport à l'utiliser. L'escalade n'échappe donc pas à la règle, le problème c'est que quand on fait moins de 60 kg, et c'est un petit peu moins intimidant. Enfin, ça n'aura pas empêché les Néo-Zélandais de prendre part à la fête en prenant les 2 tickets qualificatifs en vitesse, avec chez les hommes une victoire de David Julian, pourtant assez loin des standards mondiaux, avec un meilleur chrono de 5,95 en finale, tandis que chez les femmes, c'est Sarah Tetzlaff qui l'emporte, avec un meilleur temps de 8,54, là aussi bien loin des 6 secondes 24 du record du monde. News numéro 3, et maintenant on continue avec de la falaise et des nouvelles de notre porte-étendard français Seb Boin. Cet été, Seb s'était rendu une fois de plus à Flatanger sans gros objectif particulier. Arrivé sur place, il avait jeté son dévolu sur la voie Project Big, alors encore en travail, mais devant les mauvaises conditions de celle-ci, s'était finalement rangé sur un repérage de Silence. Et si évidemment un voyage est un peu court pour espérer enchaîner le premier 9C au monde, il en aura profité pour enchaîner Move Hard, la version intermédiaire, comprenant le début de Move, faisant notamment esquiver le premier gros crux iconique de Silence, les pieds en premier dans la fissure, avant de rejoindre la deuxième moitié de la voie. Et bien le français vient juste de mettre son ascension en ligne sur sa chaîne YouTube, alors comme d'habitude je vous laisse le lien en description, mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tôt, Seb avait également publié un nouveau post sur Insta indiquant qu'il avait passé son automne à travailler un nouveau projet qu'il nomme Wolf Kingdom. Situé sur le site du Pic Saint-Loup, celui-ci partage son départ avec la voie Beyond 9A+, avant d'enchaîner dans un autre 9A+, très endurant, pour une cotation approximative de 9B+, selon Seb. Un projet extrême, ma foi plus accessible que la Norvège, et qui pourrait devenir le deuxième 9B+, français, alors bon courage Seb. News numéro 4, il me tenait à cœur de vous présenter un nouveau média complètement inédit qui vient de voir le jour dans le monde de l'escalade, j'ai nommé Vertige Media. Alors pas de partenariat rémunéré, simplement un coup de cœur de ma part pour ce site qui traite la grimpe sous un angle nouveau. Ici pas de focalisation sur le haut niveau, la ligne éditoriale est axée sur tout le spectre culturel du monde de l'escalade, à savoir le lifestyle, les arts, des sujets de société et bien plus encore. En plus de ça, le site vous propose 2 outils que je trouve top. D'abord une base de données pour trouver les salles d'escalade dans les principales villes de France, et surtout, vous me l'avez souvent demandé, un agenda des événements de grimpe à venir, festivals de films, émissions, compétitions professionnelles ou amateurs, etc. Bref, si vous voulez suivre Vertige Media, le lien du site est en description, et je vous mets aussi le lien de leur page Instagram pour du contenu plus succinct, mais tout aussi qualitatif. Dans le reste des news, maintenant avait lieu à Saint-Leu à la Réunion une nouvelle étape de Coupe de France de bloc. Chez les hommes, c'est Adrien Lemaire qui l'emporte devant Max Berthom et Sam Poulain, alors que chez les femmes, Oriane Berton aura remporté son duel face à Flavie Coho. Un retour dans son fief en triomphe pour une étape bonus après la saison XXL de la grimpeuse et sa qualification pour les JO à Laval il y a un mois. On continue avec la sortie d'une vidéo qui, je pense, devrait vous intéresser, alors que jusqu'à présent, la meilleure vidéo que j'avais vue sur l'explication des chutes en escalade datait d'un C'est pas sorcier de 2001, et bien c'est toujours le cas, foncez le voir, d'ailleurs il est exceptionnel. Et ce sont donc bien 2 forces qui vont s'appliquer sur le mousqueton. Ceci étant, cette semaine, la chaîne anglophone Hard is Easy vient de publier une autre très bonne vidéo sur le sujet, la première partie d'une étude qu'ils ont réalisée sur la façon la plus optimale d'obtenir une chute douce en escalade. Alors pour ça, ils se seront intéressés à tous les facteurs agissant sur la réception du grimpeur, à savoir le poids de celui-ci, la façon d'assurer, la friction, la hauteur de la chute, etc., afin de définir les bonnes pratiques à adopter, et même s'il ne s'agit sûrement pas d'une étude conventionnelle au sens propre du terme, la réalisation est très bien faite avec des graphiques très parlants, et je ne peux que vous encourager à aller la regarder, le lien est en description. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe au croix de la semaine. Et on commence la semaine en Espagne avec Manon Hilly qui enchaîne la Bongada 8C+/9A. La grimpeuse française que l'on a vu performer sur le circuit des Coupes du Monde profite de l'intersaison pour aller grimper sur les falaises de Margalef. 4 journées de travail dans la voie cette année après un court essai en 2020 auront suffi pour aller clipper le relais sans genouillère mais sans pouvoir prendre le départ le plus bas, faisant un peu baisser la cotation. Une croix de choix tout de même, seconde de cette difficulté pour Manon qui repart d'Espagne, on en est sûr, avec le cœur léger et la tête tournée vers la saison prochaine.
Direction maintenant le lac Kirkwood en Californie pour la répétition de Equanimity, 8C blocs par Jimmy Webb. Libéré en 2020 par Carlo Traversi, Jimmy le considère comme potentiellement le bloc le plus technique au monde, ce qui expliquerait d'ailleurs sa cotation. Le grimpeur plus qu'expérimenté maintenant explique vouloir de plus en plus travailler sa technique de grimpe, car si sa forme physique pourrait venir à décliner avec l'âge, il est sûr de pouvoir dans un premier temps compenser de cette manière, tout en continuant de grimper dans les mêmes cotations. Une très bonne nouvelle pour nous qui espérons en tout cas pouvoir continuer de parler longtemps de ses exploits. Toujours aux États-Unis, dans l'état du Colorado, sur le secteur de Coal Creek, Kelly Bright enchaîne Muscle Car 8B+, premier bloc dans la cotation pour la grimpeuse américaine qui se sera donné du mal pour grimper la totalité des blocs du secteur, avec en point d'orgue 25 tentatives échouées sur le crux final et évidemment une 26e victorieuse, 17 mouvements qui prouvent la très bonne progression de l'athlète qui réalisait seulement son premier 8B l'an passé, suivi de 3 autres cette année. On espère continuer de parler d'elle à l'avenir et en tout cas pour le moment, chapeau. Et on retourne en Espagne, en Andalousie, à Vilanova del Rosario exactement, où Cédric Lachasse offre l'enchaînement de Chilambalam, 9A+/B, une voie de longueur colossale avec 85 mètres au garrot, qui malgré ses nombreux repos trouvés au fil des ans, demande une énorme conti que le Suisse aura mis presque un mois à acquérir sur place, en travaillant par la même occasion des side projects. On commence par 2 8C+, entre guillemets d'approche, avant un gros pas de bloc dans le 7C, juste sous le relais et véritable juge de paix de la voie. Une nouvelle croix de choix pour le résident du Vercors qui signe une superbe année avec une série en cours. Et décidément, que d'aller-retour entre les États-Unis et l'Espagne cette semaine. On se dirige maintenant dans le Colorado sur le secteur de Fortress of Solitude où Dan Mirsky enchaîne Flex Luthor 9A+, une solide ascension pour le jeune grimpeur de tout juste 41 ans qui a lui aussi décidé de ne pas se trouver d'excuses, des conditions changeantes et 8 sessions pour clipper le relais. Un petit débat sur la cotation que le falaisiste ramènerait plutôt à 9A, considérant que les méthodes qu'il a trouvées en s'inspirant du travail initial de Tommy Caldwell et des trouvailles plus récentes pourraient faciliter la voie, notamment au niveau du crux. Il se pourrait donc que cette proposition fasse revoir l'histoire de l'escalade américaine, cette voie étant le premier 9A+ proposé du continent. Affaire à suivre donc, mais il semble en tout cas que Dad soit dans une superbe forme, en témoigne un autre 9A, Diarrhea coché cette semaine dans le Colorado toujours. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, comme d'habitude, si c'est le cas, je vous encourage à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et pourquoi pas aller nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, vous trouverez le lien en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!